Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Crise du logement, immigration massive, grosses subventions aux entreprises étrangères. On aimerait trouver la solution à ces questions urgentes. Or, selon mon invité, il n'y aurait pas de solution, mais plutôt des compromis. Cet invité, c'est Philippe Labrec, chroniqueur sur plusieurs plateformes. Il a récemment publié sa réflexion dans le magazine Les Affaires sous le titre « Non, il n'y a pas de solution à nos problèmes ». Philippe Labrec, bonjour. Bonjour à vous. Oui, alors là, votre réflexion, votre article qu'on peut voir dans le magazine Les Affaires sur Internet ou version papier, concerne le Québec, hein? Oui, c'est ça, exactement. Sur la version en ligne, et oui, comme vous l'avez mentionné, là, je parle des différentes du principe qu'il n'y a pas de solution aux problèmes qui sont insolubles dans la vie, mais des compromis seulement. Ça me semble tout à fait logique. On va pas faire la liste de tous les problèmes qui nous assaillent. Il y en a pas mal. J'en ai mentionné 3. On va les dépioter un petit peu dans quelques instants. Je crois que vous vous inspirez d'un économiste états-unien, non, pour trouver l'orientation de votre réflexion, non? Oui, Thomas Sowell, qui est un économiste assez connu, pour donner un peu là, de contexte, qui est Thomas Sowell, donc économiste américain, mais ce qui est particulièrement intéressant à son propos, c'est qu'il a commencé sa carrière intellectuelle comme un marxiste. Lors de sa rédaction de son doctorat à l'Université de Chicago de mémoire. Et par la suite, lors de son expérience au sein même de l'État, de l'appareil étatique, il est devenu beaucoup plus libéral au point de vue économique. Je dirais même à la limite, peut-être même libertarien en ce qui a trait à sa relation envers l'État, ou du moins le rôle qu'il conçoit pour l'État dans l'économie. Et comme Sowell le mentionnait, on tend à commettre l'erreur, peut-être même fondamentale, de croire qu'il y a des solutions à nos problèmes, qu'en fait, il faut plus penser en termes de compromis. Ce qui veut dire que, par exemple, je vais peut-être en parler, là, mais je parle d'immigration et on parle de l'immigration comme une solution à la pénurie de main-d'œuvre, qui est une illusion, en fait. C'est un compromis. Donc oui, peut-être que l'immigration... Oui, exactement. Donc, vas-y. Thomas Sowell, S-O-W-E-2-L, également, et donc il est assez pour le laisser faire en économie, mais en matière de société, il est plutôt conservateur, je crois. Un trait assez intéressant, c'est qu'il est noir, il est afro-américain, mais il est de l'école de Chicago. On a tendance à... Ça peut surprendre certaines personnes. Il a d'ailleurs on lui a reproché ses opinions, mais c'est quelqu'un qui tient droit dans ses bottes et qui est... que l'on peut comprendre. Il est pas difficile à comprendre, en fait. Il est pas quoi, pardon? Il est pas trop difficile à comprendre, je pense. Non, je pense que c'est quelqu'un qui est très terre à terre intellectuellement, même si sa connaissance culturelle, historique, philosophique, économique est vaste, très vaste. Il réussit à simplifier des concepts qui pourraient être complexes, comme, disons, pour le commun des mortels, si on peut dire, et donc rendre la chose comprenable, justement, pour non seulement les politiciens, mais le monde, je veux dire, l'électorat dans son ensemble. Ce qui peut le surprendre, c'est que oui, vous avez mentionné le fait qu'il est afro-américain. Ce qui surprend, il s'est fait certains ennemis intellectuels aux États-Unis en particulier, c'est qu'on s'entendait à ce que quelqu'un, comme lui, afro-américain, serait de gauche et donc plutôt étatiste. Qui est plutôt la norme pour les économistes qu'on pourrait dire afro-américains. Je pense que lui-même se dirait simplement américain. Et donc, lui a divergé de tout ça pour devenir quelqu'un de libéral. Je crois qu'il s'est fait certains ennemis de cette façon, mais il est resté honnête intellectuellement envers lui-même. Et comme je dis, il a commencé très à gauche, il n'était pas marxiste, il le disait lui-même à une certaine époque, j'étais marxiste, mais après avoir passé par l'État et devenir, une fois qu'il était devenu fonctionnaire, il s'est rendu compte que l'État était complètement inefficace, n'était pas la solution, même peut-être même la cause des problèmes. Et donc, il s'est dit, je me devais d'être honnête intellectuellement et de changer la façon de voir le monde. Absolument. Thomas Sowell, S-O-W-E-2-L. Alors justement, quand il a, je crois qu'il a une approche assez simple d'évaluation des problèmes et des solutions ou des compromis à y apporter, non? Je crois que quand on lit son truc, ça c'est presque enfantin. Ouais, exactement. On peut prendre le cas de l'immigration. On dit l'immigration règle le problème de la pénurie de main-d'œuvre.
Oui, oui. Et le débat public en ce moment se termine à peu près à ce point-là. On parle toujours d'immigration dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre. Mais bien sûr, absolument, peu de gens oui. vont parler de l'immigration comme ajoutant à la demande, ce que dire, elle exacerbe la pénurie de main-d'œuvre, tout simplement parce qu'on augmente la demande. On en a parlé dernièrement dans les logements, pour ce qui a trait au logement. C'était la logique même. On n'a pas besoin d'être économiste, d'avoir un doctorat à l'Université de Chicago pour comprendre que si on augmente la population très rapidement, il faut les loger. Oui. Et donc, le bassin de logement ne peut pas augmenter si rapidement. Et surtout pas de façon magique non plus. Il faut que quelqu'un, un entrepreneur, un investisseur puisse réaliser un certain profit à faire la chose, ce qui se fait pas dans tout l'environnement économique. Et donc, en augmentant la population rapidement, oui, on peut dire qu'on ajoute de la main-d'œuvre rapidement, mais on augmente la demande en même temps. C'est-à-dire qu'on crée le problème en y remédiant en même temps. Ce qui veut dire que, en fait, si vous me permettez l'expression, on est un peu kiff-kiff, comme les Français diraient à la fin. Ce qui veut dire que on n'a pas vraiment gagné quoi que ce soit. On a gagné, on a perdu en même temps, ce qui fait qu'au final, ça peut être neutre. Ni perte ni gain, peut-être même une petite perte. Donc, il y a une méthodologie chez Thomas Sowell, dont vous nous parlez, S-O-W-E-L. D'abord, c'est la solution donnée est-elle supérieure à son alternative? Ça, c'est la question fondamentale. Quels sont les coûts? Donc, deuxièmement, et pour finir, quelles sont les preuves tangibles en faveur de la solution en question? Voilà une façon très terre-à-terre, sans idéologie, j'imagine, sans flafla conceptuel, non? Oui, tout à fait. C'est des questions à se poser, surtout en ce qui a trait aux politiques publiques, encore une fois. Oui. Donc, quels sont les coûts? C'est quelque chose qui revient constamment dans le nouvelles. On parlait dernièrement de la rénovation, le remplacement du toit du stade olympique. On a parlé du coût du REM. On parle du coût de l'extension du métro à Laval il y a quelques années. Ces choses-là reviennent toujours sur la table. Et pourtant, c'est un peu comme s'il n'y avait aucune conséquence à l'explosion des coûts. On se pose à peu près plus la question. On nous sort toujours un chiffre qui semble raisonnable pour finalement nous dire des années plus tard, non, mais finalement, ça a coûté 10 fois plus cher. Et il n'y a à peu près pas de conséquences à ces choses-là. Donc, des fois, il faut se poser la question des coûts financiers, des coûts autres aussi, là, qui sont peut-être moins tangibles, moins quantifiables. Un peu comme je l'ai mentionné tantôt, là, en ce qui a trait à l'immigration, on peut penser au logement. Et il y aurait peut-être d'autres catégories ou variables, je dirais, encore moins quantifiables, comme la cohésion sociale, là, qui peut en souffrir. On peut penser aux Français, bien sûr, au Québec. La question du français qui est impactée directement. Donc, quand on fait la liste des coûts et ensuite on fait la liste des bénéfices, on peut peut-être arriver à une conclusion, à savoir au net, est-ce qu'on est dans le positif ou le négatif. Ensuite, la solution donnée est-elle supérieure à son alternative est un peu la suite de cette analyse. Parce qu'une fois arrivé à une conclusion, on dit est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais, quelle serait l'alternative? Donc, on fait la même équation, si on peut dire. Donc, on compare le résultat des deux pour arriver à la conclusion, à savoir est-ce qu'elle est vraiment supérieure à l'alternative? Parce qu'on nous présente rarement l'alternative de nos jours. Pensez-y. Absolument. Est-ce qu'on nous présente, par exemple, je reste avec le cas de l'immigration parce que c'est un qui est facile à mon avis, l'alternative à l'immigration massive qu'on a subie dans les dernières années? Non, on nous en parle comme si c'était la seule et unique. Donc, on voit qu'il y a au point de vue de la méthodologie, comme vous avez dit, il y a une lacune profonde au sein de l'État, au sein, je dirais, du discours public qui fait qu'on s'enferme parce qu'on se pose pas les bonnes questions. On s'enferme dans des discours préétablis, si je peux dire. Oui, où l'idéologie peut rentrer très facilement et commencer à colorer le débat très, très, très fondamentalement. Philippe Labrec, qu'allais-je dire? Donc, si je vous comprends bien, donc il n'y a pas de solution qui puisse venir à bout d'un problème. Il n'y a que des améliorations, des compromis. C'est-à-dire qu'on peut, comparer différentes solutions et on prendrait en fait la moins mauvaise. Oui, tout à fait, parce qu'on se rendrait compte qu'il n'y a pas de solution magique, comme je dis, et qu'on ne peut pas complètement résoudre tout problème. Toute, entre guillemets, solution implique la création de nouveaux problèmes. Donc, on peut régler le problème du logement. Mettons, on peut construire, je ne sais pas combien de milliers de logements il faudrait construire, mais après, il faudrait se poser la question à quel coût et qui va payer. Est-ce que l'État va sortir des milliards de dollars, encore une fois, pour créer ce qui serait rendu là une nationalisation du marché immobilier jusqu'à un certain point. Et donc, quelles seraient les conséquences de ceci? Il y aurait des conséquences négatives. Et donc, pour chaque solution, on crée de nouveaux problèmes. C'est un paradoxe, si on peut dire. Je dirais qu'il touche le monde moderne, en particulier le monde industriel moderne.
Parce qu'on nous présente toute nouvelle chose comme... Bon, je vais pas essayer d'être trop abstrait. Oui, allez-y. Pardonnez-moi, Philippe Labrec, mais les médecins, la médecine dit ça depuis des années. Je veux dire, vous avez une thérapie pour tel médicament, pour telle maladie, etc. Dans certains cas, vous allez guérir de cette maladie, mais dans le cas je pense au cancer par exemple, bon, il y a quand même des percées fulgurantes, mais la chimiothérapie va taper sur les cellules cancéreuses, mais il va taper sur d'autres cellules aussi. Je veux dire, ça va induire d'autres problèmes. Moi, je suis greffé rénal, par exemple, c'est pas un secret. Alors, je prends des antirogènes, mais qui, eux, créent d'autres problèmes, mais qui sont moindres que si j'étais en dialyse. Donc, moi, je traduis ce que vous me dites en termes médicaux, et je suis convaincu de ça. Dans beaucoup de cas, il n'y a pas de baguette magique, mais il y a une façon d'accommoder le problème pour aller de l'avant malgré tout. Oui, vous savez, si le médicament vous guérit d'une maladie incurable à court terme pour vous donner, disons, une qualité de vie supérieure et peut-être une espérance de vie supérieure, malgré certains coûts envers votre santé, certains impacts négatifs, au net, au final, vous êtes gagnant. Donc oui, dans ce cas-là, si vous voulez appeler ceci une solution, je pense qu'on peut appeler ça une solution. C'est sûr que le compromis serait dans ce cas-là, bon, les conséquences peut-être désastreuses de certaines maladies. Donc, c'est pas pour dire ici là, qu'il n'y a aucune alternative ou il n'y a aucune voie vers l'avant, si je peux dire. Là. Au contraire, il y a toujours des changements qui, au final, sont plus positifs que négatifs. Mais ma critique, elle est dans le sens de ça, aussi, ou ce qui est dans le discours public, en particulier en ce qui a trait à la classe médiatique aussi, c'est qu'on nous présente les solutions, encore une fois, comme étant englobantes, comme tout le problème et comme ça allait résoudre les choses et qu'après, ça arrêtait à la fin de l'histoire, qu'en fait, non. C'est une espèce de motion sans fin qui est alimentée, si je peux dire, par les solutions. Ce que je veux dire juste avant... je comprends très bien. Je comprends. Oui, pardon, allez-y. Oui, Philippe Labrec, dans votre texte qui est sorti dans le magazine des Affaires, là où vous publiez régulièrement, le texte s'intitule « Non, il n'y a pas de solution à nos problèmes ». Et il y a vraiment vous parlez du logement, et c'est intéressant parce que dans votre texte, vous le soulignez très clairement, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences négatives à la multiplication de logements, consécutives à l'immigration croissante au Canada, c'est-à-dire densification, vous dites étalement urbain, coût des infrastructures à créer, multiplication du nombre de voitures nécessaires pour les travailleurs toujours plus éloignés de leur lieu de travail, destruction des terres fertiles, utilisation d'une main-d'œuvre qui pourrait servir dans d'autres domaines. C'est-à-dire qu'on apporte une solution, mais justement, elle crée encore plus de problèmes qu'elle n'en résout. Oui, dans ce cas-ci, j'apporterais une nuance. Je dirais qu'il faudra accepter les conséquences négatives de la densification de l'étalement urbain, qui me semble inévitable, pour la simple et unique raison qu'il faut bien sûr, comme je l'ai dit dans mon article, loger ces personnes. Donc, une population croissante doit être logée. Je pense que ça va de soi, on ne peut quand même pas laisser les gens dans la rue. Il va falloir, par contre, accepter que ça va baisser notre qualité de vie, ou, je devrais dire, les deux simultanément, affecter l'environnement. Tout simplement, l'étalement urbain, on sait, là, ça se fait grandement sur des terres fertiles, et donc, c'est des terres fertiles perdues par la suite. En plus des problèmes d'infrastructure que ça pose, on n'a qu'à penser au trafic dans des banlieues, donc multiplication des voitures, multiplication des autoroutes. Donc on a les deux, j'allais dire on va avoir, mais on a déjà les deux phénomènes en ce moment, c'est-à-dire la densification. Personne ne veut vivre dans une ville ultra densifiée, là, on vit avec, on l'accepte, mais personne, je crois, dans des conditions parfaites, voudrait accepter la chose, ou disons, choisirait de son gré de subir une densification. Mais on a les deux en même temps. Je crois qu'en ce moment, on n'a pas le choix d'accepter l'étalement et la densification. Mais je crois qu'il faut que ça soit fait de façon lucide. Je crois que notre élite doit le dire oui. Il va y avoir une arrivée il y a déjà une arrivée importante d'individus de l'étranger qu'il faut loger. Il n'y a pas de solution simple. Ce ne sera pas magique. Il y aura un coût à assumer.
simplement. Il nous reste 4 minutes, Philippe Labrec. Il y avait un troisième problème, entre guillemets, que vous aviez mentionné, c'était les subventions très grasses aux entreprises étrangères. Là, encore une fois, on se dit, le gouvernement du Québec donne beaucoup d'argent pour que ces entreprises étrangères s'installent chez nous. Elles créent du boulot, elles exploitent le sol minier, enfin, elles font aussi et autre chose également. Ça ne peut être que bénéfique. Elles vont payer des impôts au Québec. Ça remplira les coffres de l'État. Là, encore une fois, vous illustrez ça, cet exemple-là, avec des problèmes qui surgissent. Oui, tout à fait. Ça revient un peu, je tourne en rond, mais ça revient à ce que je dis, dans le sens qu'on nous présente la chose, l'investissement étranger, comme étant une solution qui résoudrait tous les problèmes économiques du Québec. C'est sûr que l'investissement étranger est bénéfique, dans le sens où ça crée des emplois, l'ajout de capitaux, on injecte des capitaux dans l'économie québécoise. Ça mène non seulement à des créations d'emplois directs, mais indirects. On prend le cas de Nordvolt dernièrement. Il n'y a pas que Nordvolt qui va créer des emplois, il y a tous les fournisseurs de Nordvolt qui vont s'agréger autour de l'établissement qui vont sûrement créer des emplois. Mais après, il faut se poser la question. Les milliards qui vont leur être donnés auraient pu être investis ailleurs. Donc ça, c'est le coût. Parce que de mémoire, on parlait de 30 milliards au final comme subvention. Après, certaines, principalement par ça va être principalement fiscal comme subvention, mais je ne pourrais pas aller dans les détails. Mais est-ce qu'on aurait peut-être pu mettre ces fonds dans l'infrastructure, dans l'éducation, dans d'autres domaines, la santé par exemple, et augmenter l'offre, la qualité de l'offre du Québec comme pays ou province attrayante pour les investisseurs étrangers, au lieu de simplement, entre guillemets, donner l'argent directement et les financer. Il faut dire après qu'il y a quelque chose d'insidieux dans la chose, c'est que les contribuables québécois, incluant les entreprises qui bien sûr payent une grosse partie des impôts payés à l'État québécois, les entreprises québécoises, je veux dire, finissent indirectement par financer leur concurrence. Là, je cite le PDG de Stingray, M. Boyko, il y a quelques années, qui disait, écoutez, au Québec, un gouvernement qui ensuite va financer Ubisoft qui est un concurrent. Ce qui est quand même assez paradoxal. Donc, il a eu le malheur, si je peux dire, de créer une entreprise qui a connu une montée fulgurante, qui a réussi, qui fait des millions, qui est à la bourse maintenant, qui est très rentable au Québec. Et donc, il n'y avait pas le droit aux subventions pour les entreprises étrangères. Et finalement, les impôts qu'ils payent, qui se retrouvent dans les coffres de l'État, ont été, encore une fois, indirectement utilisés pour concurrence. Je comprends bien. Allez-y. Il reste 1 minute, Philippe Labrec. Est-ce qu'il y a aussi une question de l'État va choisir quelle entreprise il va financer? Est-ce que là, il y a place à un arbitraire ou pas en 1 minute? Je voudrais que oui. L'État choisit les gagnants et les perdants. Donc, c'est plus un marché libre. Quand l'État choisit qui financer, j'espère qu'ils n'ont pas des bonnes raisons. Oui. On va prendre l'exemple de Nordvolt et le bon, mais peut-être que non aussi, en fait. Et donc, quand l'État choisit qui seront les gagnants et les perdants au sein du marché, au sein des entreprises, on n'est plus dans un marché libre, tout simplement. Donc, on retire les incitatifs à des entrepreneurs, à des penseurs, à des ingénieurs, des innovateurs, de se lancer en affaires en se disant, peut-être que là, mon entreprise va croître et je vais gagner le jackpot, comme on dit. Parce que l'État a déjà décidé, non, c'est Nordvolt qui va développer une entreprise de batterie électrique. Aujourd'hui, on va lancer une entreprise de batterie électrique. Philippe Labrec, on peut lire votre propos dans le magazine Les Affaires. Le titre, c'est « Non, il n'y a pas de solution à nos problèmes ». Merci beaucoup pour ces propos inspirés par la pensée de Thomas Sowell, S-O-W-E-2-L. Au mois prochain, on vous retrouve. Absolument. Merci beaucoup. Merci Philippe Labrec. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, Jordan Peterson est-il encore pertinent aujourd'hui? Et la semaine politique québécoise et canadienne à la régie Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain. Entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.